Bonjour à tous, bienvenue sur Rouge et Blanc pour un nouvel épisode consacré à la montagne avec un M majuscule, puisque c'est le thème central de notre épisode. Aujourd'hui, on va parler de Mountain Changemaker, cofondé par Laurent Surbeck. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. On peut parler d'une plateforme digitale 100% médias, audio et vidéo dédiée à la transition des territoires de montagne, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Oui, c'est ça. Enfin, c'est même au-delà d'un média, puisque c'est aussi un think tank, mais je pourrais vous l'expliquer un peu plus en détail. Mais sur la thématique, oui, tout à fait. C'est en tout cas un projet qui est totalement dédié à la transition des territoires de montagne, et évidemment toutes les montagnes. Oui. Vous êtes très nombreux autour de Mountain Changemaker, parce qu'ensemble on est plus fort, on va plus loin, comme on dit. L'idée en fait de Mountain Changemaker, ça a déjà été une série documentaire que j'ai lancé, que Montagne TV d'ailleurs, que j'ai lancé avec Montagne TV pendant le Covid, dont l'objectif était de mettre en avant les initiatives positives, en tout cas les initiatives, les changemakers en fait, c'est ceux qui se bougent, ceux qui agissent, ceux qui prennent des décisions, qui testent des choses pour s'adapter au changement, au changement provoqué par le dérèglement climatique, et pour anticiper ce qui va changer, ce qui va être modifié sur les territoires de montagne. Cette série documentaire, elle a très bien fonctionné, elle a eu différents formats, différentes formes de vie. On a commencé par un format très télé pour finir par un format très digital, mais des sportifs, des politiques, des acteurs de la montagne, de l'écosystème, des dirigeants. Beaucoup de gens sont passés, des associations, beaucoup de gens sont passés, et puis l'idée est venue d'en faire un média. Et puis à ce moment-là, j'ai mis en place différentes réflexions. J'ai aussi ouvert le capital, enfin en tout cas décidé de faire venir avec moi pour ce projet des personnes qui me semblaient les plus pertinentes à ce moment-là, et donc on a fait cette motion de capital, et donc où Benoît Fritsch et Bruno Cerclet m'ont rejoint dans l'aventure Montagne TV pour principalement, évidemment encore Montagne TV, mais pour principalement le projet Mountain Changemaker et en faire un média. Et là où je disais tout à l'heure que c'est au-delà d'un média, c'est que au-delà de cette plateforme de streaming, donc en effet vidéo et podcast, les applications sur les téléphones évidemment, où on peut retrouver tous ces contenus, il y avait la question du modèle de fonctionnement et du modèle économique. Et en imaginant un modèle que ce soit les entités, les entreprises, les entités publiques, les collectivités qui adhèrent aux médias et qui abonnent leurs collaborateurs. C'était vraiment, nous, un principe fondateur. On ne voulait pas... En fait, c'est un principe B2B, B2C, quoi. Et en adhérant, elles abonnent leurs collaborateurs, mais au-delà de ça, en adhérant, au-delà d'avoir accès au contenu, elles entrent dans ce think tank, elles entrent dans ce club, dans ce collectif que l'on va faire réfléchir ensemble, à qui on va proposer de participer à des comités éditoriaux, à des groupes de travail thématiques, pour arriver ensuite à réfléchir ensemble et avoir des livrables qui soient évidemment sous forme vidéo ou livre blanc, comme c'est le cas pour les JO. Vous avez senti à l'époque qu'il y avait un besoin, il n'y avait rien d'existant en France ? En fait, il y avait vraiment un besoin de toute façon, parce que la thématique de l'adaptation au changement climatique sur les territoires de montagne, ça dépend à qui vous parlez, mais vous avez l'impression qu'en fait c'est un sujet très prégnant depuis des années. Oui, en fait pas tant que ça. Oui, il est là, mais il n'est pas du tout pris encore à la hauteur des enjeux, qui sont immenses et qui sont en plus... souvent en accélération, en tout cas qui demanderont du temps. L'adaptation demandera du temps. On n'a pas encore trouvé les modèles parfaits, loin de là. Donc il faut du temps pour ça. Il faut se mettre à plusieurs autour de la table. Et puis ce qui manquait peut-être, en tout cas là où on a voulu se placer, c'est sur une ligne éditoriale, j'allais dire équilibrée. C'est-à-dire que notre idée n'est pas d'être... activiste. En tout cas, si on est activiste, c'est dans la volonté de donner la parole à tout le monde et de faire en sorte que tout le monde se parle, que ce soit les dirigeants de grandes entreprises qui sont des acteurs majeurs de la montagne, mais aussi évidemment les associations environnementales, mais aussi les scientifiques, les écoles, les collectivités. Il faut réunir toutes ces personnes, et il faut les réunir dans un autre contexte
qu'un contexte qui peut être apparenté à du lobbying ou à de la politique. C'est important pour que la parole soit libre. C'est la raison pour laquelle vous êtes apolitique, vous venez de le dire. Il n'y a pas non plus de publicité sur la plateforme. Vous êtes autonome et indépendant. Oui, le choix vraiment de la publicité, il était évident. On devait forcément trouver un modèle économique qui ne soit pas publicitaire, c'est une évidence. Donc d'où cette adhésion de la part des entreprises qui, avec cette adhésion financière, ont les accès, les abonnements à leurs collaborateurs, ce qui est déjà important, parce que ça veut dire qu'elles envoient un signal fort à l'ensemble de leurs collaborateurs en disant, nous, en tant qu'entreprise, on s'engage dans une démarche, on revendique le fait de soutenir la démarche Mountain Changemaker, d'y participer, de participer au collectif, de participer à des réunions, de discuter avec tout le monde, d'aller dans cette démarche proactive. Et donc oui, c'est ce qui fait en sorte qu'on soit indépendant financièrement. Et puis on propose évidemment, à côté de ça, des formations, des événements en entreprise, des événements en collectivité, de différentes choses qu'on sait faire parce qu'on vient quand même de la production de contenu à la base. Alors le dérèglement climatique est 2 fois plus rapide en montagne qu'en plaine, et c'est-à-dire qu'il faut aller 2 fois plus vite, dépenser plus d'énergie, plus de moyens. C'est une évidence. C'est une évidence qu'on ne va pas assez vite. C'est une évidence que ça s'accélère depuis quelques temps, c'est sûr, mais c'est une évidence que, oui, comme vous l'avez dit Thierry, la montagne se réchauffe 2 fois plus que le reste de la France. On pourrait même continuer en disant que la France se réchauffe aussi plus vite que le reste de l'Europe. Donc oui, il y a évidemment qu'il faut accélérer, évidemment qu'il faut du temps, j'en reviens encore là, il faut accélérer parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de se tromper peut-être, on a besoin d'essayer des choses, on a besoin de tester des nouveaux modèles, on a besoin surtout de renverser un peu le modèle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas uniquement faire évoluer une offre, on doit la repenser, et quand je dis, c'est même pas une offre qu'il faut repenser, c'est la vie de territoire de montagne. Et ça, c'est compliqué, ça prend du temps, bien entendu. La montagne et les territoires de montagne se sont construits depuis, avant le plan montagne déjà, sur un modèle économique quasiment mono-ressources, même s'il y en a d'autres, il y en a une qui prédomine tellement fort, que la vie s'est construite comme ça. Donc aujourd'hui, il faut changer de mindset, changer d'état d'esprit, et ça se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, il faut aussi donner des perspectives positives à tout le monde, c'est-à-dire que s'il faut changer de modèle et qu'on n'en a pas d'autres, c'est compliqué, donc il faut se donner le temps d'en chercher d'autres, de voir comment ces territoires ils peuvent évoluer, peut-être avec moins de tourisme, peut-être avec plus de vie locale, peut-être avec une autre forme de tourisme. Tout ça prendra du temps, et donc oui, pour avoir ce temps, il faut accélérer dès maintenant. Le fait d'établir le siège ici à Annecy, ça avait du sens au cœur de Savoie-Mont-Blanc ? Oui, de toute façon, ça avait du sens, évidemment, d'être assez central. On a quand même tout de suite fait très attention à avoir un bureau dans les Pyrénées, à avoir évidemment un bureau aussi en Savoie et un peu partout d'ailleurs dans les montagnes. Ce qu'il fallait, c'est aussi qu'on soit sur une ville qui est en plaine et à la montagne. Ça, c'est important parce que pour relier les gens dans les montagnes, il faut les faire sortir de la vallée, parce que les vallées, elles sont magnifiques, mais c'est ce qui sépare aussi beaucoup les montagnes. Et si les montagnes et les montagnards et les entités en montagne ont des fois du mal à se fédérer, c'est aussi parce que chacun retourne dans sa vallée, chacun retourne dans sa station, et que c'est pas facile. Donc il faut les relier à un point évidemment un peu plus central. Vous êtes le liant, le fédérateur en fait. C'est ce qu'on cherche à faire en tout cas. Ce qui est clair, c'est que on doit être là pour fédérer les personnes qui ont envie d'avancer, pour agréger les connaissances de chacun de nos membres, parce qu'en fait, encore une fois, on essaye de réfléchir, mais on est loin d'avoir évidemment la connaissance que l'ensemble de nos membres peuvent avoir quand on les fait se parler. Donc on doit agréger ces connaissances, et on doit apporter un éclairage. Le journalisme que l'on souhaite faire sur Mountain Changemaker, c'est pas du tout, évidemment qu'il n'y a aucun dogmatisme, c'est de l'éclairage. On doit être là pour sujet après sujet, n'en éviter aucun, quel qu'il soit, et il y en a qui sont des fois compliqués. Il faut qu'on se place comme un journalisme d'éclairage pour que chacun puisse se faire son opinion. Et on espère en effet que l'ensemble des opinions iront dans le sens de recherche à l'adaptation. Mais en tout cas, on est là pour mettre tous les sujets sur la table, les éclairer et montrer ceux qui testent des choses.
Merci Laurent pour cette introduction. On va parler de l'homme maintenant, Laurent Surbeck, un homme de médias. Vous avez été toujours journaliste dans la communication, dans la télé également. Vous avez lancé Montagne TV. Présentez-nous votre parcours. Oui, en effet, ça fait longtemps que je suis dans les médias. J'ai commencé chez Lagardère, plutôt sur la partie radio d'ailleurs que sur la partie télévision. Donc en bon parisien amoureux des montagnes, j'ai évidemment tout fait pour partir de Paris et c'est la radio qui m'a permis de m'installer à l'époque à Chambéry. De Lagardère, je suis passé au concurrent direct en termes de radio, c'est-à-dire le groupe Énergie. De là, rapidement, la télévision avait toujours été un très fort intérêt pour moi, et dans le cadre de mes études, j'avais vraiment opté pour ça. J'ai lu dans un journal qu'une télévision régionale que je connaissais un peu en tant que touriste à l'époque, qui s'appelait TV8 Mont-Blanc, allait réouvrir et chercher une équipe. Voilà, j'ai rencontré à ce moment-là Stéphane Santini, Patrice Mallet, qui m'ont recruté, et ça a été une jolie aventure puisque j'ai appris là tous les métiers de la télévision en tant que tel, en tout cas de la production de contenu. J'en suis devenu directeur général adjoint au bout de 3 ans, j'y suis resté 5 ans à la tête, 8 ans en tout, donc voilà, très belle aventure dans laquelle on a eu l'occasion de se croiser, Thierry d'ailleurs. Absolument. Et on salue Stéphane et Patrice au passage, qui nous regardent. Et puis en effet, 2008, je pars de TV8, j'ai un projet en tête, c'est pas encore Montagne TV, c'est celui d'écrire, donc je crée à ce moment ma société pour pouvoir écrire et réaliser, parce que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et qu'on ne peut pas faire quand on dirige une télévision, d'avoir le temps d'écrire, du documentaire, du film, du magazine. Donc j'ai fait un petit peu ça, je suis passé par des phases aussi évidemment d'accompagnement de différents projets télévision un peu partout en France, et puis fil de rencontre, Montagne TV avait toujours été, une chaîne dédiée à la montagne avait toujours aussi été dans ma tête depuis quelques années. J'en avais parlé à l'époque avec le président de TV8, Paul Rivier. On en avait échangé avec Marc Béchet à l'époque aussi, qui avait un petit peu ça en tête. C'est un projet qui avait déjà existé, en tout cas en stade de projet, qui n'avait jamais vu le jour, dans lequel il y avait déjà les éditions Glénat ou autres qui s'étaient intéressés à ce sujet. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Philippe Caille à Lyon, et on a discuté de ce projet. Lui avait déjà été dans les premières discussions. Et on a dit, allez, top, moi j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui, donc on y va. Et donc on a lancé Montagne TV en 2010, avec une vraie volonté de s'adresser au plus grand nombre. On voulait absolument pas être corps. Alors, je suis très pratiquant de montagne, je alpiniste et très pratiquant de montagne dans tous les domaines que ça peut proposer. Mais je crois que quelque part il y avait dans la ligne éditoriale de Montagne TV, il y avait quelque part moi je suis parisien, je vais vous expliquer pourquoi je suis venu vivre ici, quoi, quelque part. On devait vraiment donner envie au plus grand nombre. Et d'ailleurs, quand on a lancé, on avait parmi nos partenaires qui nous ont suivis à ce moment-là, et un petit clin d'œil à Jean-Marc Silva, France Montagne, on avait fait le choix ensemble d'être lancé, on était donc lancé sur le bouquet CanalSat, qui était venu nous dire si vous faites ça, on y va avec vous. Donc c'était intéressant, puisque CanalSat trouvait à ce moment-là qu'il y avait une place pour une chaîne thématique sur la montagne dans leur bouquet, à côté des chaînes découvertes. Donc on s'est vite retrouvé sur les mêmes créneaux de diffusion et de numérotation que National Geographic, Ushuaïa TV, Planète, des chaînes découvertes très, très reconnues. Et on avait donc fait le choix avec France Montagne de rester en gratuit pour justement pouvoir toucher tous les gens qui pouvaient être potentiellement intéressés par découvrir la montagne, mais qui n'y venaient pas encore pour plein de raisons, parce que ça n'avait pas encore déclenché. Donc voilà, donc Montagne TV, l'enjeu c'était pour nous d'être crédible, légitime et intéressant pour tous les pratiquants de montagne, et en même temps d'être accessible pour tous ceux qui ne l'étaient pas encore. C'est pour ça qu'on avait fait un mix animateur, producteur et présentateur et journaliste qui était assez intéressant, puisqu'on allait quand même de super spécialistes et connaisseurs de montagne comme Gilles Chapaz ou comme Christophe Dumaret, à du plutôt grand public avec Stéphane Thébault, André Manoukian ou Alexandre Debanne comme animateurs. Voilà, donc l'aventure Montagne TV a été une très belle aventure aussi, en tout cas des très très bons débuts. En 1 an et demi, première audience Médiamétrie, au bout de 18 mois, on était à 0,1 de l'audience Ushuaïa TV. Alors 0,1 c'est encore pas mal, c'est encore une sacrée marche, mais c'était quand même un succès. D'ailleurs, ça avait été unanimement reconnu. Il y avait vraiment une place pour une chaîne montagne en France. Il y avait une appétence pour la montagne, pour les téléspectateurs français, c'était une évidence. Ouais.
Montagne TV existe toujours maintenant sur le web? Montagne TV continue à être une société de production spécialisée dans les marques de montagne, connaissant bien leurs problématiques, connaissant bien leur écosystème, connaissant bien les enjeux de chaque entité en montagne, de chaque acteur de la montagne. Donc c'est ce qui fait qu'on continue à bien exister, à pouvoir financer Montagne TV+, et puis à financer le départ de Montage Maker. Donc voilà, la boucle est bouclée avec mon intro. Montagne TV+, Montagne TV existe toujours, c'est avant tout une société de production. Montagne TV+, existe encore avec un petit stand-by actuellement depuis qu'on a lancé Montage Maker, mais un repositionnement qui est en train de se faire. Et puis la plateforme Montage Maker aujourd'hui vit en conjointement avec Montagne TV, mais a été séparée au niveau statut juridique, puisque Montage Maker aujourd'hui, toute la partie think tank et la partie développement de la marque a été mis sous l'égide d'une association qui s'appelle Montage Maker. C'est complémentaire malgré tout. Absolument. Tout ça. Alors comment vous est venue l'idée justement de créer Montage Maker? Quel a été le déclic? Le déclic, ça a été vraiment une période 2018-19 où le dérèglement climatique est très très présent. Il est très très alarmiste. On est vraiment dans une période très anxiogène à ce niveau-là. C'est l'époque du How Dare You de Greta Thunberg. C'est l'époque des grosses catastrophes aussi. C'est l'époque des collapsologues comment tout peut s'écrouler. Moi, j'étais très pris par ce sujet. Je suis très pratiquant de montagne, je vois les choses qui changent, pas qu'en France, hein. Je continue à faire beaucoup de voyages en montagne un peu partout et je vois vraiment les choses qui changent à cause du climat. Je passe mon temps, mes journées avec des acteurs de la montagne qui sont mes clients et puis qui pour une bonne partie sont aussi des amis évidemment, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble et qu'on a créé des liens. Et je vois ce monde changer, quoi. Je vois leurs enjeux changer, je vois bien les saisons changer, je vois bien la neige qui est plus la même, je vois bien les étés qui sont différents. Enfin, alors, j'assume mon hyperactivité, je déteste être dans l'inaction, et c'est venu de ça, c'est venu de dire mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis pas scientifique, mais je vois les choses. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, ce que je sais faire, c'est des contenus. Donc déjà, il faut que j'en fasse pour montrer ça. Ce que je sais faire, c'est donner la donner la parole aux gens, et ce que j'adore faire, c'est donner la parole aux gens, un peu comme vous, Thierry. Enfin, moi, quand j'ai commencé à écrire des documentaires, c'était des portraits. J'ai toujours beaucoup aimé donner la parole aux gens. Voilà, je me suis dit ce que je peux faire, c'est ça. Puis c'est les médiatiser. Et puis c'est les réunir, puisque justement, quand je parlais des acteurs de montagne, j'ai en effet dans mes relations, que ce soit encore une fois clients, partenaires ou autres, autant des sociétés, acteurs de la montagne majeurs dans le cadre de gestion de domaines de montagne ou de domaines skiables, que des associations limite activistes. Donc, et j'ai aucun problème avec ça, je l'assume totalement. Ce qui relie tous ces gens-là, normalement, c'est l'intelligence et la capacité à s'écouter, hein, sinon après ça s'arrête. Donc le déclic, c'est ça. Le déclic, c'est qu'est-ce que je peux faire moi? C'est réunir ces gens, aider à faire que les gens se parlent plus, qu'ils se rendent compte que au-delà des différences, aujourd'hui il y a un sujet majeur, et que le sujet majeur il doit tous nous relier. On n'en est plus dans les petites différences là, on en est sur des limites de la planète qui sont dépassées, on en est sur des enjeux majeurs en termes de montagne. Je fais une aparté, mais genre c'est presque risible la réaction de certaines personnes qui détestent dès qu'on parle d'écologie ou d'environnement. Ok, il y a eu des chutes de neige gigantesques jeudi dernier. Sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, on a des gens qui postent des pensées émues aux écologistes. Voyez, la neige est toujours là. Oui, enfin, le lendemain, il faisait 16 degrés de plus. Enfin, il y a des enjeux majeurs, et c'est dans le cadre d'enjeux majeurs qu'on doit nous aider, autant qu'on faire se peut, à faire en sorte que les gens se fédèrent pour réfléchir ensemble et agrègent des solutions, agrègent des savoirs. Des savoirs, il y en a autant d'un côté que de l'autre.
Ça explique un contenu très riche. La plateforme a 1 an et demi à peine d'existence. J'ai compté plus de 20 programmes différents, audio et vidéo. Vous produisez énormément de contenu. Alors on a produit beaucoup de contenu depuis le début, en effet. Il y a une période, on était à 1 par jour posté. Donc là, on a un tout petit peu réduit. Mais oui, de toute façon, les sujets, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc on essaie de traiter toutes les thématiques. Évidemment que ça va de la mobilité jusqu'à l'économie durable, en passant par l'économie circulaire, en passant par l'eau, évidemment, par la vie locale, la vie des territoires, l'attractivité, l'évolution du tourisme. On s'oriente, c'était prévu comme ça, vers aussi du format long, en tout cas plus long, donc déjà des dossiers beaucoup plus d'investigation, du format long documentaire aussi, qu'on va bientôt lancer, et puis le développement des podcasts aussi beaucoup, puisque ça marche très très bien. Vous sentez qu'il faut aller dans le détail, il faut vulgariser, informer, sensibiliser le public. Oui, il faut. En fait, on est dans une époque compliquée. Pour informer, on doit être présent sur des réseaux sociaux qui demandent toujours du plus court. Et pour rentrer dans le fond des choses, on doit être sur du format long. Donc il y a un savant mélange à faire de tout ça. Mais en tout cas, moi, je crois énormément aux documentaires pour alerter, pour informer, pour emporter, pour créer un élan. Et évidemment, quand tu dis documentaire, il y a plein de façons de les faire. Mais en tout cas, quelque chose de très enrichi en données, en témoignages, en preuves à l'appui scientifique, sur des choses factuelles, et en montrer des initiatives. Il faut absolument qu'on puisse enrichir ses bases. Et des documentaires, il faut en faire des séries. Il faudrait même faire des fictions de tout ça pour pouvoir emporter et passer des vrais messages en faisant une vraie prospective possible. Et d'ailleurs, on est en train de créer aussi un comité d'éthique avec des scientifiques et des chercheurs pour principalement valider les probables. C'est-à-dire que si on parle de prospective, si on parle d'avenir, qu'est-ce qui est dans le cadre du probable, qu'est-ce qui est dans le cadre de l'utopie, pour qu'on puisse travailler plus encore sur un futur souhaitable, mais qui soit envisageable. Réalisable. La ligne éditoriale, c'est la vie des territoires, le climat et l'économie. C'est un peu le cadre de votre action, en quelque sorte. Ouais. Oui, tout à fait. On doit travailler sur cette vie des territoires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'économie, elle va changer, forcément. Le modèle économique des territoires de montagne, en tout cas, évidemment, notamment ceux qui sont particulièrement chargés en domaine de montagne, elle va changer. Donc, oui, la vie des territoires, elle va changer. Et bien entendu que si on a vraiment un objectif qui nous tient à cœur, c'est celui de faire s'accorder économie et durabilité, bien sûr. Alors pour travailler, pour phosphorer, comme on dit, il y a un laboratoire d'action avec des groupes de travail. Alors quels sont les sujets, quelles sont les priorités que vous abordez ? Donc ces groupes de travail, là, on est justement en train d'en lancer 4 en même temps, qui vont... alors il y en a un qui a pris un peu le dessus, parce qu'il faut bien qu'on réagisse à l'actualité, évidemment, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, enfin Alpes 2030, où là on s'est emparé du sujet en se positionnant sur un si et seulement si. Ce qu'on voulait dire par là, c'est ils sont là, ces JO, ils ont été décidés, donc nous serons pour, en tout cas nous soutiendrons si et seulement si. Et derrière ce si et seulement si, c'est évidemment si ces Jeux Olympiques peuvent être un vrai accélérateur de l'adaptation de l'adaptation au dérèglement climatique, un vrai accélérateur de recherche de nouvelles initiatives, nouvelles solutions possibles sur les territoires de montagne. Et évidemment, si c'est pas juste un copier-coller des anciens de Jeux Olympiques qui ont déjà eu lieu, et que ça participe donc à une vision de la montagne qui est différente et qui n'est pas uniquement là pour de la glisse et des médailles, même si évidemment personnellement on adore tout ça, et évidemment que
que le rôle sociétal d'événements tels que les JOP est extrêmement important, et que, voilà. Mais ça doit être un accélérateur, comme l'ont été d'ailleurs Paris 2024. Donc voilà, ces JOP font l'objet d'un groupe de travail. Évidemment, ils prennent un peu le dessus en ce moment, parce que derrière les JO, on met plein de valeurs. Autant l'éducation, la santé, la vision, l'habitat, la mobilité. Donc voilà, il y a un groupe de travail JOP pour lequel va être en plus écrit un livre blanc qui sortira à l'automne, et pour lequel actuellement on est en rapport avec de nombreux ministères, beaucoup en tout cas de personnes aux responsabilités qui attendent ce livre blanc. Et puis à côté de ça, évidemment, les groupes de travail vont continuer bien au-delà de ce livre blanc, bien au-delà de ce projet des JO. Les groupes de travail sur l'attractivité de la montagne demain, sur la mobilité, bien entendu, sur les différents pôles d'expertise et de compétitivité qui peuvent exister en montagne, au-delà du ski évidemment, sur l'évolution des activités sportives et loisirs en montagne, sur l'eau, bien entendu. On est sur l'année internationale des glaciers, et donc il y a un sujet qui est l'eau, qui est vraiment prégnant, et sur lequel il faut absolument, j'ai presque envie de taper du poing sur la table, quand on cherche aussi à se renseigner, quand on travaille sur le sujet de l'eau, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire à tout le monde, c'est un sujet majeur dès aujourd'hui, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement urgent de s'en occuper dès maintenant. On va vers, j'allais dire une catastrophe, en tout cas, on va vers une situation très compliquée si on n'occupe pas maintenant, ce sera trop tard ensuite. Et voilà, donc il y a un groupe de travail en effet sur la gestion de l'eau. Voilà, sur les différentes évolutions des métiers, l'habitat de façon importante aussi. Qui compose ce laboratoire, ces groupes de travail, des scientifiques, des chercheurs, des spécialistes? Alors, il est composé en fait avant tout, bien entendu, de nos membres. Toutes les entreprises et collectivités qui ont adhéré à Mountain Changemaker sont invités à y participer. Ils s'inscrivent au groupe de travail qu'ils souhaitent. Donc aujourd'hui, on a 65 membres. Et puis évidemment, nous ajoutons évidemment aussi dans ces groupes de travail différents experts, en effet, qui sont des scientifiques, des chercheurs, des ex-ministres, mais qui ont été particulièrement, qui ont fait des rapports sur certains sujets, qui sont donc particulièrement sachants dans ces domaines, voilà, ou des gens connus pour être précis sur certains domaines, le sport par exemple. Le travail ne manque pas. Parlez-nous de l'Académie pour des formations en entreprise, pour les entreprises aussi, j'imagine, pour des collectivités, pour sensibiliser le large public. Oui, alors en fait, nous avons en effet créé Mountain Changemaker Academy dans le but de proposer de la formation dans le sens le plus large du terme. C'est né de 2 points. On a toujours fait de l'événementiel avec Montagne TV. On a fait des plateaux télé, animé des tables rondes, animé des choses. Exactement. Et en parlant avec des formateurs ou des gens qui sont spécialisés dans la formation, on a tous dit, mais si on pouvait faire des formations avec vos images, avec vos extraits, on gagnerait un temps fou, parce que par l'image, on crée de l'émotion, on crée de la réaction, et donc on gagne un temps fou pour faire participer les gens. Donc ça, c'était un point important. Et puis, peut-être justement parce que l'événementiel un peu en public est quelque chose qui est un peu dans notre ADN, on a discuté avec différents offices du tourisme, par exemple, en leur disant, mais et si on installait au milieu de la place du village, pour reprendre un terme, en tout cas au milieu de la place de la station, un chapiteau, enfin je caricature, mais en tout cas un lieu, pendant 2 jours on s'installe et on crée des espaces de 1 heure, 2 heures qu'on répète pendant, 48 heures, à l'adresse de tout le monde, à l'adresse des commerçants, des socioprofessionnels, des habitants, des étudiants, pour les faire participer à des réflexions sur l'adaptation au réchauffement climatique, sur le constat, mais aussi sur les futurs possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, la réponse est unanime en disant, mais alors, si vous faites ça, mais oui, faites-le nous, ça nous manque, ça c'est un super projet. Donc on est parti là-dessus. On a bossé aussi avec différentes sociétés de formation. On a travaillé aussi avec des gens qui font de la formation comme Mountain Rider, avec qui on travaille sur plein de projets. Et donc oui, Mountain Changemaker Academy va proposer des animations
qu'on a mis un peu, sur lequel on a un peu réfléchi pour être un peu différent. On a par exemple des soirées de la transition, des nuits de la transition qu'on met en place, dont le principe est de réunir des personnes dans des salles de cinéma, de projection, ce que vous voulez, et sur des thématiques, de les faire réagir, avec des micros dans la salle, de les faire réagir à des contenus que l'on diffuse. On va créer des ateliers de fresques, mais différentes, avec, pareil, beaucoup de digitalisation, beaucoup d'images, pour faire participer les gens de façon différente. On va évidemment travailler aussi sur tout ce qui est frein au changement pour les entreprises, donc dans des formations que l'on fait avec les collaborateurs d'entreprise, ou avec les managements ou des services particuliers. Donc voilà, donc Montage Maker Academy aujourd'hui est capable de s'adresser à des services dans des entreprises, dans des grosses entreprises, mais aussi à du grand public, on va dire socio-professionnel, donc commerçants ou autres, et aussi à des événements totalement, là, vraiment très grand public, c'est-à-dire où tout le monde peut venir, quel que soit leur corporatisme ou pas, dans une salle. Et puis à côté de ça, on a aussi mis en place, parce qu'on est aussi beaucoup en contact avec les collectivités, et dans nos membres, on a beaucoup de collectivités, des accompagnements spécifiques pour les élus qui ont besoin d'avoir un enrichissement sur les sujets concernant la transition, l'adaptation au dérèglement climatique, l'évolution du tourisme. Voilà, on leur apporte à ce niveau-là notre expertise, ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait, ce qui marche pas, ce qui est attendu, les chiffres, en tout cas toutes les informations qu'on peut agréger pour que eux, en tant que collectivité, puissent avoir des horaires d'entraînement en fait aussi, pour savoir et mieux maîtriser tous ces sujets, parce que aujourd'hui les maires, les élus sont quand même dans une position qui est compliquée, parce que les sujets de transition sont complexes. Ils ont eu une économie basée sur le ski, beaucoup. Donc c'est pas simple pour eux, ils doivent être accompagnés, et donc on a aussi développé un accompagnement spécialisé pour les communes. Vous sentez que ces événements permettent d'impliquer davantage les personnes et d'en faire des ambassadeurs finalement ? C'est vraiment le but, ouais. C'est vraiment le but. D'ailleurs, dans Montage Maker Academy, il y a aussi une offre qui s'adresse aux stations de montagne, qui est spécifiquement pour créer ensemble des ambassadeurs dans la station qu'on forme. Là, on les accompagne pendant 1 an, 2 ans, et c'est eux qui deviennent les ambassadeurs de la parole de la transition au sein de leur écosystème et de la station. Ouais. Donc oui, il faut créer des ambassadeurs, bien entendu. Ouais. Vous avez développé également une plateforme, une application en fait collaborative pour mieux fédérer toutes ces personnes et avoir de plus en plus d'ambassadeurs. Ouais, en fait, l'un des aspects participatifs de Montage Maker, puisqu'on le veut le plus participatif possible, c'est que l'ensemble des abonnés, l'ensemble des collaborateurs, quand une société comme la Compagnie des Alpes par exemple adhère et que chacune de ses filiales prend un nombre d'abonnements pour l'ensemble de ses collaborateurs, chacun de ces collaborateurs peut, via l'application, via une interface, proposer des sujets ou proposer des questions également. Ce qui nous permet, nous aussi, d'agréger une somme importante de connaissances sur quels sont les sujets que les gens ont envie de voir traités, quelles sont les questions qui reviennent en fait le plus, et de sortir peut-être aussi de notre milieu de sachant, de notre premier milieu de sachant qui est déjà très en fait conscient de beaucoup de choses, qui a déjà eu une somme d'informations importantes. Donc voilà, donc oui, le principe d'être participatif, de toute façon, le sera beaucoup plus. Et déjà parmi nos membres, on a mis en place différents comités, et on accélère encore cette année le nombre de comités restreints ou élargis sur des thématiques où on consulte tout le temps. Et ça peut être aussi des coups de téléphone. C'est inscrit dans le principe de Montage Maker, c'est-à-dire on a un sujet à traiter. S'il est un temps soit peu particulier, soit on réunit un comité, soit on passe des coups de téléphone, parce que faut le faire de façon assez rapide, et on consulte nos membres. Encore une fois, c'est un collectif et on veut s'appuyer sur eux. Comment les entreprises intéressées peuvent-elles vous rejoindre ? Parce que c'est bon pour leur image, mais c'est aussi bon de s'impliquer quelque part. Oui, bien sûr. Combien ça coûte ? Voilà, bonne question. Alors, il y a en effet un membership d'adhésion en fait annuel, un droit d'entrée annuel, et celui-là, il est
il est calculé soit par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, soit par rapport à la taille, donc le nombre d'administrés de chaque collectivité. Et puis après, il y a les abonnements par collaborateur, par abonné, qui sont très symboliques. Et donc, sur le site Mountain Matchmaker, ils ont tout pour nous contacter et avoir les renseignements. De toute façon. Vous avez une 60aine de partenaires actifs dans le milieu de la montagne, des grosses entreprises, des grandes stations, des grandes collectivités également. Ouais, 65 d'ailleurs depuis qu'on s'est parlé. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que on est, sur ces 65 membres, il y a vraiment une diversité qui est très forte. Encore une fois, il y a des sociétés de gestion de domaine extrêmement importantes. Il y a aussi des stations dans les Pyrénées. Il y a des comités de communes. Il y a évidemment les mairies des grandes stations de Tignes, de Val d'Isère, de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs par exemple, ou des Ménuires, ou de bien d'autres, ou de l'Alpe d'Huez Avoria, mais aussi des Voluy dans les Hautes-Alpes, de la Clusaz évidemment, de Péragudes dans les Pyrénées, enfin de toutes les tailles en fait. Toutes les tailles sont là, et on a des comités de communes de Haute-Maurienne qui évidemment n'ont pas du tout les mêmes problématiques que de la Haute-Tarentaise, mais voilà, il y a une vraie diversité, et dans les sociétés aussi, on a des sociétés qui sont petites en développement mais qui s'impliquent énormément. Ouais. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir cette diversité. Et c'était important pour nous, d'ailleurs, d'avoir vraiment ce côté privé, avant tout. Collectivité, mais à un niveau mairie et comité de communes, et pas au-delà, dans les membres. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce qu'on s'est vraiment dit. C'était vraiment important pour nous qu'on ne commence pas ce collectif et ce mouvement, parce que c'est un mouvement, avec des grands institutionnels. C'est pas que j'ai quoi que ce soit contre les institutionnels, mais on devait créer quelque chose de différent et travailler avec les institutionnels, mais qu'au niveau des membres, on soit sur de la collectivité au niveau mairie ou de l'entreprise privée. Quel est le business model, dirons-nous ? L'adhésion, de toute façon, dire les différents points. Bon, déjà, clairement, c'est Montagne TV aujourd'hui qui a quand même financé évidemment le lancement de Mountain Matchmaker, très clairement, et qui aujourd'hui encore finance une grande partie. Ça commence à s'équilibrer puisque Mountain Matchmaker se développe très bien depuis 1 an et demi. On traverse même une crise de croissance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas pour l'instant à suivre nos promesses, nos objectifs. On prend du retard sur beaucoup de choses. Alors, j'espère qu'on fait quand même des choses bien, mais je veux dire, on a en effet un joli développement. Donc le modèle économique après, il est, comme je disais tout à l'heure, sur l'adhésion évidemment. Ensuite, c'est sur Mountain Matchmaker Academy avec les différentes formations que l'on fait, et puis différentes prestations qu'on peut amener en accompagnement, que ce soit en contenu vidéo ou en événementiel, sur tout ce qui concerne la transition des territoires de montagne, l'animation d'événements, l'enrichissement en contenu de certains événements liés à ces sujets, la formation. Le modèle économique, il est principalement là, et puis après il y a Montagne TV qui continue aussi son chemin et qui croît d'ailleurs complètement, puisque aujourd'hui 70%, 75% même de l'activité de production de Montagne TV est liée à l'environnement. Enfin, ce sont des sujets qui concernent la RSE en général. Le fait que ce soit une association, est-ce qu'on peut faire des dons par exemple ? Oui, absolument. En fait, le fait que ce soit une association fait qu'on est aussi beaucoup plus clair vis-à-vis des différentes fondations, des différentes autres associations d'intérêt général, pour que tout ça soit clairement fléché en effet, et qu'on ne mélange pas les choses. Donc oui, bien sûr qu'il y a des dons à faire sur l'association, bien entendu, au même titre que d'autres associations. Encore une fois, j'ai cité Montagne tout à l'heure, je peux citer Protector Winter aussi, ou d'autres associations dont on est très proche. Mais en effet, oui, maintenant, il y a aussi les dons ne sont pas forcément à faire qu'à celles que je viens de citer, mais aussi à Mountain Matchmaker. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les Jeux d'hiver 2030. Le COJOP et le président n'est pas très loin, Edgar Piron, qu'on connaît tous ici dans la région. Quelle approche vous avez ? Est-ce que vous avez un rôle à jouer par rapport à cette organisation qui aura lieu pour 2030 ? En tout cas, on va tout faire pour. Et l'objectif vraiment d'avoir lancé ce livre blanc par un manifeste publié dans les Échos, c'est vraiment de jouer un rôle que le collectif que l'on représente, et justement de par sa diversité, puisse être entendu, écouté,
bien entendu auprès du COJOP, mais avant même du COJOP, auprès des différents ministères et évidemment des régions, PACA et AURA. L'association, c'est Bruno Cerclat qui la préside, hein, j'en suis vice-président, mais c'est Bruno Cerclat qui a pris en main la présidence. Il a des ambitions très fortes sur le fait justement que l'on puisse peser, être reconnu et entendu et pouvoir peser sur certaines, être influent en tout cas sur certaines décisions. En effet, oui. En tout cas, on va se battre pour ça. Il est hors de question qu'on puisse prendre le sujet juste pour en parler et se dire ce sera des JO. Moi, le CSL Nancy, pour le coup, c'est moi qui l'ai dit, c'est mon intime conviction. C'est-à-dire que s'il n'y a pas CSL Nancy, je vois pas l'intérêt de JO en 2030. Hein. Les JO 2030 ont du sens, et encore une fois, j'adore l'événementiel sportif est magnifique, l'esprit des Jeux Olympiques est quelque chose de magnifique, mais replacer un événement sportif lié à l'hiver en 2030, il faut vraiment que ça ne serve pas que à des médailles. Il faut que ça serve vraiment à accélérer l'ensemble des sujets qui sont liés à une vision de la montagne différente. J'ai pas dit qu'il fallait tout renverser. J'ai dit qu'il faut la faire accélérer et qu'on ait une vision différente. Si ces JOP 2030 ne servent pas à ça, ce serait vraiment bien dommage. Ça doit être pour vous prétexte justement à faire le changement. Avec ces Jeux Olympiques d'hiver 2030 chez nous en France, ça doit être le marqueur pour montrer que l'avenir de la montagne est en cours, est en marche. Ouais. Oui, absolument. Encore une fois, le gros avantage d'événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est que ça agrège un nombre de valeurs énormes. Pour ce livre blanc et pour cette opération liée au JOP, nous avons conclu un partenariat avec Affaires Publiques Consultants, qui est un cabinet de lobbying spécialisé dans le sport. Enfin, ils font un petit peu de choses, mais enfin, ils sont très très présents dans le sport, qui était au sein du COJO Paris 2024 pendant 8 ans. Ils étaient en charge de l'héritage, principalement immatériel évidemment. Donc on s'est allié à eux justement pour cette expérience Paris 2024. Qu'est-ce que ça devait laisser? Et bien entendu que les premiers sujets qui viennent, c'est éducation, c'est santé, c'est évidemment réutilisation de ce qui a été fait, c'est vision des nouvelles activités, c'est vision des possibles, tout simplement, c'est vision des probables, c'est vision de qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce que les domaines de montagne peuvent devenir dans un tout cohérent avec les vallées. Donc oui, l'énorme avantage des Jeux Olympiques, c'est que c'est un focus important et on doit s'en servir. D'autant que les JO, c'est l'événement médiatique, je crois, numéro 1 dans le monde. Hein. C'est justement l'idée de projeter toutes ces initiatives. Je suis pas sûr que ce soit le cas des JOP d'hiver. L'été, c'est sûr. Hiver, c'est un monde un peu réduit parce que le ski intéresse quand même. Mais c'est un événement majeur, c'est sûr. C'est un événement majeur. Oui, non, mais il y a quand même beaucoup de pays évidemment sur lesquels c'est un événement majeur, mais oui, c'est vraiment un événement majeur. Il faut de toute façon. Enfin, on a fait d'ailleurs la première soirée de la transition qu'on a faite, c'était dans les Pyrénées, et le sujet principal était l'évolution des événements sportifs en montagne. Ça a été passionnant, hein. Il y a eu 2 heures de projection d'extraits de nos contenus avec à chaque fois des coupures entre chaque bloc pour faire réagir la salle et créer des débats. Ça a été passionnant parce que c'est vraiment un sujet qui divise mais sans être staccanoviste non plus. Enfin, c'est pas blanc ou noir, mais il y a vraiment ce côté, alors événement sportif égale faire venir beaucoup de gens au même endroit sans forcément gérer la mobilité, sans forcément gérer les déchets, sans forcément gérer beaucoup de choses. Il y a ce côté, pour autant, ça fait découvrir, il y a des gens qui viennent pour le sport et ils viennent en famille et ils découvrent les territoires. Et puis il y a ce côté surtout, liesse populaire, ça emporte, ça emmène, ça crée des liens entre les gens et surtout on peut donc en profiter pour faire passer des valeurs. Les grands événements sont là pour ça. Donc il faut vraiment les JOP, mais aussi le Tour de France, aussi des championnats du monde, aussi. Il faut aujourd'hui qu'on se serve de ces événements également pour emporter les gens.
montrer aussi que le sport c'est un acte d'engagement et qu'il y a beaucoup de sportifs engagés qui en plus sont souvent influents. Voilà, donc oui, ces JOP 2030 sont forcément un sujet que l'on doit prendre à 300%. Alors il y a une tradition, Laurent, sur Rouge et Blanc, c'est que l'invité a toujours un message à passer à nos auditeurs. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer ? Moi, je crois que j'ai évolué dans les médias et dans le journalisme principalement pour lutter contre l'ignorance. Alors c'est peut-être un peu grandiloquent dit comme ça, mais je sais pas comment je peux le dire, mais la meilleure qualité du monde, c'est la curiosité. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est ne vous contentez pas de survoler, de snacker des news que vous voyez passer sur des réseaux sociaux avec un téléphone qui scrolle même sans vous d'ailleurs, tellement il scrolle, tellement il prend le contact, tellement il prend le pouvoir sur votre esprit. Allez au fond des choses. En effet, en regardant ce qu'on fait sur Mountain Changemaker, mais aussi en regardant bien d'autres médias écrits qui bossent très très bien aussi sur ces sujets. Faites-vous votre opinion et puis prenez en main votre avenir. Et le dernier message, parce que évidemment s'il y avait un message j'y arrive pas, donc je vais en faire plusieurs, mais l'effet papillon ou l'effet colibri, ça marche. Je lutterai toujours contre cette idée de ça sert à rien que je fasse quelque chose moi, puisque tant que les grands à côté auront pas fait, ça change rien. Bah si. Si tout le monde fait un peu, ça fait forcément changer les choses. Et au-delà de faire changer les choses, ça met dans un état d'esprit. Et ça reste ensuite. Et ça devient une tendance importante et populaire. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, j'ai fait passer 2 messages. Ouais, et d'autant que les jeunes s'intéressent au digital, justement, c'est une raison supplémentaire pour eux de venir chercher de l'information sur la plateforme. Oui, tout à fait. Ouais. Avec une petite schizophrénie, évidemment, parce qu'on s'intéresse au digital, et le digital est un des plus gros consommateurs d'énergie et d'eau pour refroidir les serveurs. Donc ça serait aussi important, et c'est pour ça que j'ai pas que des solutions tech, mais je pense que la tech est aussi importante. C'est pour ça que les jeunes qui s'intéressent au digital et à la tech, surtout pas les éloigner de l'environnement, c'est partie intégrante aussi des solutions pour l'environnement des ingénieurs en tech. Alors merci Laurent, rendez-vous sur mountainchangemaker.com et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Absolument. Merci et rendez-vous très bientôt pour voir le développement et l'évolution de Mountain Changemaker. Merci Thierry, avec plaisir pour en reparler. Merci, à bientôt. À bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.